Nous sommes là, bien au rendez-vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Ça fait débat. Aujourd'hui également, nous allons revenir sur des questions liées à l'actualité en République démocratique du Congo, notamment les négociations au niveau de Doha, qui a été conclu par un communiqué conjoint signé par le gouvernement et la FCM 23, qui conclut à un cessez-le-feu, plutôt à une trêve devant conduire à un cessez-le-feu immédiat, mais les défis majeurs persistent. Alors, cette rencontre de Doha entre la volonté réelle de la paix et l'hypocrisie des acteurs, on va analyser ici, sur ce plateau, avec M. Sylvain Bossois, secrétaire général du Parti communiste de la République démocratique du Congo, qui est devenu un habitué de ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, madame. Nous avons également Madame Rose Tombéané, je suis arrivée, présidente de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance à Butembo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame, merci de l'invitation. Et également M. Jimmy Ferrouzi, qui est cadre de l'UNC, ce parti cher à Vital Kamere. Bonjour et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Et oui, nous serons également rejoints sur ce plateau par d'autres invités qui vont également nous rejoindre. Vous le savez, la problématique des embouteillages continue à persister à travers la capitale de la République démocratique du Congo. On va certainement aborder cela aussi de manière frivole un tout petit peu. Mais on va rester sur ce débat qui concerne la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tendons-nous réellement vers la résolution de la crise sécuritaire ou encore est-ce des faux fuyants qui ne vont carrément rien résoudre concrètement? Alors, le débat est ouvert. Ici, on revient encore, c'était une surprise de voir, d'ailleurs, que la chaîne nationale a diffusé un communiqué conjoint aujourd'hui qui nous permet quand même d'espérer à des conclusions positives. En tout cas, il fallait s'y attendre. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Et je vais aussi rappeler les propos de mon président Vital Kamere qui a dit « Quel que soit le temps que prendra la guerre, c'est la paix qui gagnera ». Et je pense effectivement que Doha, déjà les communiqués, bien qu'on peut constater qu'il est le fruit des pressions internationales, oui, notamment l'arrivée de la voyée spéciale du président Donald Trump y est pour beaucoup, sans nul doute. Bien qu'on peut reprocher l'hypocrisie des acteurs, comme vous l'avez indiqué, il faut quand même noter que c'est la première fois que les deux parties parviennent à signer un communiqué, même si ce communiqué ne veut rien dire à soi, parce que tout ce qu'il dit, c'est qu'il s'agit d'une promesse, d'une éventuelle trêve, qui devra ouvrir la voie, oui, à un cessez-le-feu plus large et donc à des discussions politiques ou des négociations ou des dialogues. Ça dépend des thèmes de ces discussions-là. En tout cas, pour moi, je considère que c'est déjà mieux que zéro. C'est un point de départ qui signifie que les partis vont se retrouver prochainement et entrer peut-être dans les vifs du sujet pour parler dont il est question à ce stade ici. Mais Madame Rose, la grande question, c'est que l'on connaît les revendications de la FCM 23, les revendications qui, jusqu'à présent, ne rencontrent pas l'assentiment du gouvernement de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura encore des nouvelles décisions ou bien chacun acceptera de mettre un peu d'eau dans son vin pour que les violents arrivent à s'accorder aujourd'hui? Parce qu'avec ce communiqué, on voit par exemple la question des libérations des prisonniers politiques qui a été également évoquée. Je crois à une nouvelle décision et chacun va pouvoir prendre parce que oui, l'AFDC a été agenouillé au niveau des combats, mais la guerre, jusque-là, nous n'avons pas perdu. Et lorsque nous faisons le monitoring sur le terrain qui est géré par les M23, on se rend compte que le M23 est quelque part aussi en position de faiblesse. Même s'il a gagné le terrain, il gère des entités de force, mais ils ont quand même la progression semble un petit peu difficile. Difficile parce qu'effectivement, la RDC a gagné au niveau diplomatique, sur le plan diplomatique. Et selon les informations que nous avons, presque tous les partenaires qui ont soutenu les M23, la rébellion, ont lâché et les responsables du M23. Nous avons des gens qui vivent à Goma, qui essaient de nous aider à faire le monitoring. Et
on sent clairement que l'M23 n'a pas de soutien économique. Ils ne savent plus comment évoluer. Et ça, c'est une grande faiblesse et une opportunité pour nous comme pays, la RDC, pour pouvoir réévaluer ou se repositionner par rapport même aux revendications du M23. Parce que, en fait, ces revendications, c'était lorsque l'M23 était en train de nous agenouiller. Mais la guerre, ce n'est pas seulement les armes. Mais la guerre, c'est aussi la diplomatie. C'est deux grandes choses. La diplomatie plutôt et la guerre. Et la guerre avec les armes et la défense. Oui. À cela, certains ont toujours ajouté la communication. Mais à ces deux niveaux, nous sommes vraiment gagnants au niveau de la diplomatie. Parce que toutes les grandes puissances, tous les pays, toutes les organisations qui avaient cru aux mensonges. Parce que l'M23 a utilisé les mensonges. L'M23 a utilisé les mensonges en essayant de brandir la RDC ou les autorités comme des personnes ne voulant pas de telle ou telle autre tribu, comme des personnes ne voulant pas de telle ou telle autre personnalité. Mais aujourd'hui, avec les investigations qui ont été menées au niveau du gouvernement, au niveau aussi des organisations indépendantes, la RDC a su être au-dessus de la diplomatie ou de la diplomatie à gagner au niveau de cette guerre. C'est pourquoi je pense que la RDC doit utiliser tous les moyens possibles et utiliser des cartes différentes au niveau de ces négociations qui commencent. La RDC devrait avoir beaucoup de cartes sous la table d'abord, même s'il y aura peut-être quelques cartes au niveau sur la table, de façon à ce qu'on puisse gagner ces négociations qui ont commencé sans perdre beaucoup de choses, parce qu'on connaît ce qu'ils revendiquent. C'est quand même des questions qui touchent l'intégrité de notre pays. Ce sont des questions qui touchent l'état de droit, quand on doit libérer des personnes qui ont tué les gens. Vous savez, madame, nous avons perdu plus de 10 000 personnes dans la seule ville de Goma, et puis demander quand même qu'on libère des personnes comme ça, bon, je crois que c'est aussi l'impunité qui ne doit pas chanter les victimes, alors que nous nous attendons à une justice traditionnelle, nous qui vivons les zones sécurisées, pour que cela puisse répondre tant soit peu, vraiment, les blessures que gardent les victimes de cette barbarie. Donc moi, je donne toutes les chances à notre pays. Je sais qu'ils sont capables d'y arriver. S'ils sont arrivés à ce niveau, personne ne s'attendait pas que peut-être les négociations vont aller se passer à Doha, mais voilà que ça s'est passé ainsi. Et le frère venait de dire bien que derrière tout ça, il y a une grande puissance mondiale, et donc les États-Unis. Et donc ça nous donne épée d'espoir, mais nous insistons, nous ne voulons pas quand même que cela qui est pourri, qui ne va pas chanter les victimes, ou derrière ces négociations qui est de partage de pouvoir, qui pourra créer l'esprit de vengeance aussi dans les chefs, des frustrations au niveau des victimes. Monsieur Silver, c'est vrai que l'on évoque les négociations, mais comment arriver aujourd'hui à mieux négocier pour la République démocratique du Congo? C'est quoi exactement? Merci beaucoup, madame. Moi, je pense que je dois d'abord analyser les textes, les communiqués sur le plan juridique, politique et diplomatique. Sur le plan juridique, je pense que la République démocratique du Congo, en principe, les signataires de ces communiqués n'avaient pas qualité. Qualité du fait que dans une république, on sait qui est l'autorité habilitée à signer un communiqué engageant la République. Or, ce sont des experts, un organe technique qui signe un document au nom et pour le compte de la République. On peut considérer que c'est un papier volant du point de vue juridique. Du point de vue politique, il y a beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions. La première contradiction, c'est que les experts envoyés à Qatar sont en contradiction
de la ligne politique du chef de l'État. Comment? Le chef de l'État est lucide. Il dit ceci. Le M23 ne peut pas négocier avec M23, mais il doit négocier avec Kagame. Il a été avec Kagame. Et il disait au peuple congolais, il dit, je veux parler au président Paul Kagame de retirer son armée sur le territoire du Congo. C'est ça la ligne politique du chef de l'État. Mais dans le communiqué, madame, vous n'avez aucune phrase qui parle du retrait de l'armée rwandaise sur le territoire du Congo. C'est-à-dire, ce communiqué est en contradiction de la volonté du chef de l'État et de l'esprit de négociation du chef de l'État. Le communiqué est en contradiction avec les rapports des experts de l'ONU, en contradiction avec les rapports des experts de l'ONU. Les experts de l'ONU indiquent au monde entier que les militaires rwandais sont au Congo pour piller les richesses du Congo et massacrer la population congolaise. Et dans le communiqué, vous trouvez aucun mot, aucune phrase parlant maintenant du Rwanda, de la responsabilité du Rwanda. Le communiqué est en contradiction avec la position des États-Unis. Nos experts n'ont pas bien travaillé dans cette négociation. Le départ est mauvais du fait que la fondation de cette négociation est mauvaise. Les États-Unis, M. Boulos, le conseiller spécial de Trump, il a été avec les chefs de l'État. Il est Félix et il a été avec Kagame. Qu'est-ce que, dans ses conclusions et devant la presse, il vous dit ceci. J'ai retenu 3 phrases. La première phrase, il vous dit les États-Unis ont des intérêts sur le minerai du Congo. Très bien. Deuxième, il vous dit le Rwanda doit quitter la RDC. Troisième phrase, il vous dit les M23 doivent quitter le territoire, les zones qu'ils occupent. Mais les 3 phrases-là, l'occupation de zones des minerais du Congo par les militaires rwandais, l'occupation de nos villes par les Rwandais, le texte ne dit aucun mot. Aucun mot sur les retraits des militaires rwandais et les retraits maintenant du M23 dans les zones occupées. Sur le plan politique, c'est un échec de la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas les objectifs que le peuple congolais demande au gouvernement. Qu'est-ce que le peuple congolais demande au gouvernement? Le peuple congolais demande au gouvernement dans de pareilles négociations la réparation des préjudices, la poursuite des auteurs de crimes. Ça, c'est la volonté du peuple congolais. Mais ces revendications, il faudrait le dire, M. Bossoir, c'est lorsque la République est en position de force. À ce niveau, comme l'a soulevé Mme Rossou tout à l'heure, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas non plus de perdant. Parce qu'à un moment donné, on sent que le M23 et l'AFC est dans un point mort après avoir eu Goma et Bukavu. On se dit aujourd'hui, est-ce que arriver à mettre en avant-plan ce que veut forcément la population, la justice, le retrait, également ce que veut les États-Unis, ce ne serait pas illusoire en ce net moment? Madame, je voudrais... Est-ce que la priorité, ce ne serait pas un cessez-le-feu? Est-ce que ce ne serait pas la paix, carrément? La paix, nous avons besoin de la paix, oui, mais pas la paix d'esclaves. La paix, oui. Vous savez, madame, il faut que, quand on vous envoie comme expert, vous devez avoir une ligne politique à défendre. Les intérêts du pays à défendre. Et à Qatar, les intérêts du Congo n'ont pas été défendus, madame. Parce que
Que vous dit l'Église catholique au Congo, monsieur le cardinal Ambongo? Dans ses missions à l'Est, il vous dit ce que j'ai vu. Il y a le plan de la balkanisation du Congo. Ça, c'est Ambongo qui vous dit. Alors, ici, le texte ne dit pas comment le troupe de Paul Kagame vont quitter le Kivu. Cela signifie que, en quelque sorte, comme une autorisation voilée de la balkanisation du Congo, une autorisation voilée, parce qu'il n'y a pas les mécanismes, il n'y a pas un élément dans le texte qui demande aux Rwandais de retirer ses troupes, qui demande au M23 de quitter les zones qu'ils sont en train d'occuper. Nous sommes sur le plan politique, diplomatique, la RDC est dans la victoire. La victoire, la première victoire, c'est quoi, madame? La première victoire, c'est-à-dire toute la communauté internationale est derrière la RDC et Kodad le Rwanda. Et je voudrais vous parler pour terminer cette première intervention que pourquoi on a choisi Qatar. Il faut savoir pourquoi on a choisi Qatar. On a choisi Qatar est impliqué pourquoi? Qatar est impliqué parce que Qatar a des intérêts au Rwanda et Qatar a des intérêts en RDC. Mais c'est évident parce qu'on parle de guerre économique. On voit même quand les États-Unis viennent pour évoquer la question des minerais, ça veut dire que les personnes qui viennent et qui veulent accompagner, c'est par rapport à leurs intérêts vis-à-vis des deux pays. Alors je voudrais il faudra qu'on puisse comprendre. Le Qatar a une usine de raffinerie d'or avec les Rwandais. Le Qatar. Et les minéraux, l'or là, comment on est en train de trouver, on trouve sur le sol congolais. C'est ça que les Rwandais ont fabriqué 260 groupes armés pour déstabiliser, empêcher le gouvernement congolais d'accéder dans le minerai et profiter ces minéraux et remettre à toutes les puissances qui sont en train de les soutenir. Le Qatar, maintenant, voit que l'Union européenne, qui avait signé les accords avec le Rwanda, est acquilée par son Parlement, acquilée par le peuple au niveau de l'Europe. Le Qatar voit que il y a changement politique au niveau des États-Unis et changement aussi d'attitude au niveau du chef de l'État des États-Unis, qui veut à tout prix signer les accords directement avec la RDC pour que le Qatar ne jette pas son argent entre les mains, ne perd pas son argent, parce que son argent est dans les mains de Paul Kagame, avec l'usine de raffinerie de l'or, l'or que le Rwanda ne dispose pas. Il faut protéger ses intérêts. Pour protéger ses intérêts, il faut parler aussi avec le gouvernement légitime de la RDC. Il a parlé, le Qatar a parlé avec le président de la République. Le Qatar a parlé avec Paul Kagame. Alors, le Qatar a parlé avec M23 parce que c'est M23 qui occupe toutes ces concessions illégalement du point de vue droit. Ils n'ont pas droit à exploiter ça. Et lorsque les États-Unis arrivent pour signer les accords d'exploitation de minerais, le Qatar sera perdant. C'est ça que le Qatar est à la tête des négociations. Mais justement, deuxièmement, le Qatar, vous voyez, la compagnie rwandaise, c'était une compagnie de Qatar avec le Rwanda. Donc, la RDC venait même de sanctionner le Rwandais de ne pas voler sur son espace. Qui perd? Le Rwanda perd, Qatar perd. Cette guerre, c'est une guerre de minerais. Et dans cette guerre de minerais, celui qui est gagnant, c'est le président Félix Tshisekedi, parce que c'est lui en droit, l'autorité habilitée à signer n'importe quel accord avec n'importe quelle puissance. Mais à l'heure actuelle, nous sommes encore au niveau des négociations, M. Ferrozi.
nous constatons au fait qu'il y a beaucoup de volets dans la question, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan externe. Sur le plan interne, par exemple, on évoque la démarche de la Sanco, qui semble ne pas rencontrer l'assentiment du gouvernement en place. On parle des déclarations du cardinal qui a évoqué la question de la balkanisation. On voit la question des FDLR. On voit également la question de la présence du Rwanda, du M23. Du côté de la République démocratique du Congo également, du côté du gouvernement de la République, il y a autant de questions également qui ont été soulevées, notamment la question de l'infiltration, la question de la cohésion nationale, la question des FRDC, Ouazalendo également. Ce sont des questions qui sont évoquées en même temps. Mais alors, comment aller dans ces négociations et faire la part de choses? Parce qu'il faudrait à un moment donné que l'on résout les problème palier par palier, au risque de tout mélanger aujourd'hui. Parce que si on voit, on parle de l'AFC, on parle du M23, on parle d'autres encore, vient de citer Joseph Kabila dans l'affaire, on se dit finalement, c'est un monstre à plusieurs têtes. Et le vrai problème, c'est quoi réellement? Devons-nous résoudre la crise interne entre Congolais ou résoudre la question de la balkanisation avec le Rwanda? Il faut tout résoudre. Il faut en profiter pour aborder de façon holistique l'ensemble de ces préoccupations-là. Parce que si on focalise sur certains aspects du problème, les autres qui vont rester à suspens peuvent devenir des nouveaux enjeux, des nouvelles crises, si pas politiques ou politiciennes ou institutionnelles ou sécuritaires. On ne sait jamais. Moi, je suis d'avis que l'approche holistique demeure la seule alternative pour mettre fin, une fois pour tous, à l'ensemble de ces crises ici. Il est vrai qu'aujourd'hui, la préoccupation qui se pose, la question qui est soulevée, j'ai attendu de l'autre côté, on a évoqué plusieurs aspects. À ce stade ici, on n'est pas encore au fond du problème. À ce stade ici, on est encore en train de soulever la question du cadre dans lequel les discussions devront se faire. Et des conditions de pré-dialogue d'ailleurs. Ce sont là les termes qui ressortent du communiqué. Je suis d'avis effectivement que sur le point de la forme, est-ce que la personne qui a engagé le gouvernement est suffisamment qualifiée? C'est une préoccupation. Mais qui est mieux placé pour contester la qualité de la personne qui l'a engagée? C'est le gouvernement. À ce que je sache, à ce stade ici, personne au sein du gouvernement n'a disqualifié ou n'a dit qu'il n'était pas engagé par ces communiqués-là. Est-ce que déjà il était temps d'aborder des questions notamment liées à ce qui concerne la ligne des uns et des autres? Ça sont des conditions de pré-dialogue. C'est-à-dire chacun vit avec des conditions extrêmes. Mais au final, tout le monde sait qu'on ne doit pas être dupe. Que ce soit ce que le gouvernement va donner comme position de pré-dialogue, que ce soit ce que le M23 va donner comme position de pré-dialogue, on sait que ce n'est ni la position des uns ni celle des autres qui va nécessairement être adoptée. Il y aura des conditions palliatives, alternatives, globalisantes, dans lesquelles toutes les parties devront se retrouver pour qu'on entame les processus de négociation. Donc, à mon avis, à ce stade, on ne peut pas évoquer déjà un éventuel échec. Il n'y a pas encore échec parce que les questions de fond ne sont pas encore abordées. Il est clair que cette question soulève des aspects liés, comme vous l'avez dit, des aspects extraterritoriaux. C'est notamment l'intervention du Rwanda. C'est notamment l'ensemble d'engagements internationaux dans lesquels la RDC a fini par s'imbriquer à la recherche des solutions. Bon, malheureusement, on peut se dire quand même qu'il s'agissait en quelque sorte de petits tâtonnements. Il faut l'avouer parce que les faits sont tels qu'ils sont. On a vu Luanda, on a vu Nairobi, on a vu EAC, on a vu SADC, on a vu... on est en train de voir Doha, on sait qu'il y a une résolution des Nations Unies qui n'est pas sortie avec les mêmes termes que la résolution SADC et EAC. Donc il y a tellement
nous nous sommes mis en fait dans plusieurs chaînes au point où en fait nous avons du mal à définir exactement quel est le cadre qui va mettre fin à ce dialogue. Il y a même des envoyés spéciaux qui sont en train d'être nommés pendant qu'on se retrouve à Doha. Donc il y a des choses, tellement de chaînes dans lesquelles la RDC s'est entraînée au point où elle a du mal en fait à devoir définir une ligne unique de sortie de crise sur le plan international. Ça, c'est une faiblesse. Mais effectivement, moi, tout ce que je souhaite, c'est que déjà les schémas, parce que c'est préaccord, bon, enfin, c'est communiqué ici, c'est déjà une première étape, plus importante que même les autres étapes, parce qu'on a vu des différentes sanctions, des différents communiqués, mais qui n'ont abouti pratiquement à rien du tout. Mais ici, au moins, la première étape, c'est que les partis ont fait un premier pas. Est-ce que les propos d'hier, pendant que le gouvernement est en guerre contre les M23 et que le M23 est en guerre contre le gouvernement, les propos que Nanga tient, les propos que notre gouvernement tient en réaction pour exprimer sa désapprobation, est-ce que ça doit nous devenir des cordes pour ne pas avancer? Moi, je dis non. Parce que qu'on ne nous trompe pas. La population de l'Est, pratiquement, qui est sous occupation aujourd'hui, elle n'a pas besoin de discours. Elle a besoin d'une voie de sortie. Que cette voie de sortie vienne par une victoire militaire que nous n'avons pas encore jusque-là, ça aurait été mieux. Mais aujourd'hui, là, alors qu'on se retrouve dans des rapports de force totalement déséquilibrés sur terrain, mais la population vous dira, trouvez-nous la solution. Quelle que soit l'option par laquelle la solution viendra, c'est au gouvernement de la trouver. Il y a un cadre international qui sécurise notamment la question de souveraineté, la question d'intégrité du territoire. On sait que toutes les résolutions, au moins jusque-là, sont en faveur de la RDC. Alors, la seule question donc qui reste à débattre, c'est la question du M23. Il faut l'aborder. Il faut l'aborder et trouver une solution par rapport à cette question-là. C'est vrai qu'on ne peut pas déjà enjamber, parce qu'il y a des choses qui font peur. Bon, non, voilà, ils vont encore demander l'amnistie, brassage, ils vont demander les brassages. Ça sont des questions. Si nous les mettons en avant, c'est que nous disons entre-temps, demain qu'ils prennent Oualigalé, demain qu'ils avancent. Mais non, est-ce que ça nous sert à quelque chose de commencer à nous mettre nous-mêmes la charrue devant les bœufs? Il faut qu'on ait plutôt des négociateurs aguerris. Je veux dire ceci, la négociation c'est aussi une guerre. Si vous mettez des généraux qui ont tout simplement eu des grades sans aucun effort, sans aucune connaissance du terrain, sans aucune maîtrise des réalités, alors on va perdre cette guerre-là. Il y a lieu qu'on aille dans une négociation et qu'on la gagne. Et c'est la RDC qui aura gagné si nous gagnons cette guerre-là. Si, étant donné que nous avons perdu sur le plan, presque perdu, on n'a pas totalement perdu, on a perdu quelques batailles sur le plan militaire, on peut s'organiser pour gagner la guerre du dialogue. Et cette guerre, comment la gagner? Ce n'est pas en mettant des cousins, ce n'est pas en mettant des petits frères, ce n'est pas en mettant des gens qui vont aller répéter vos discours d'ici à Kinshasa. Non, c'est mettre des personnes qui maîtrisent très bien les enjeux, qui ont une connaissance des adversaires, qui peuvent anticiper les situations. C'est là, c'est par ces schémas-là que nous allons gagner cette bataille de la négociation. Mais la victoire, c'est quoi? La victoire, c'est vrai, on veut parler d'une victoire. Quand est-ce que la République démocratique du Congo, dans ses négociations, peut parler de victoire? Quels sont les préalables? La RDC, pour qu'on parle des victoires, les premiers préalables, c'est qu'il faut parler avec les vrais obstacles. Il ne faut pas les fuir. Parce que parfois, Et le vrai obstacle en ce moment, c'est quoi? On sait effectivement qui contrôle une partie de notre territoire. Il ne faut pas chercher des faux fuyants. Parce que depuis Bunagana, nous avons voulu fuir la question, on est allé à EAC, on est allé au SADC, parce qu'on voulait fuir la réalité. La réalité, quand on la fuit, elle se présente devant vous
de façon impitoyable. Et impitoyable, c'est lorsqu'on voit Goma chuter avec 10 000 morts. C'est lorsqu'on voit Bukavu chuter avec 10 000 morts. Alors qu'il y a quelqu'un qui avait dit, pendant qu'ils étaient encore à Bunagana, oui, que c'était possible de mettre fin à cette guerre-là. Et on l'a vilipendé, on l'a insulté. Donc, moi, je dis ceci, on ne doit pas fuir la réalité. La réalité est là. Ils ont des revendications, mais nous avons des résolutions qui encadrent effectivement tout ce qui va être discuté, parce qu'on ne discutera pas de la souveraineté, on ne discutera pas de l'intangibilité de nos territoires, on ne discutera pas de certaines questions, notamment sur les droits internationaux humanitaires. Donc il y a des questions qui sont déjà écartées. Mais il y a des questions que ces gens-là... Il y a des questions également qui irritent le Congolais. Par exemple, la question d'intégration, de réintégration, la question de brassage, par exemple. Du moment où, à ce jour, on sait déjà que le gouvernement nous a parlé... Ce sont les politiques, et les gouvernements qui nous ont parlé d'infiltration et autres. On se dit cette question qui n'a pas été résolue aujourd'hui. Si on parle mixage, on parle brassage, est-ce que l'on va résoudre le vrai problème? Est-ce que ce ne serait pas une paix de façade ou... Je vais le redire encore une fois. Oui. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. C'est vous qui parlez du mixage et du brassage. Est-ce que vous avez entendu parler de cette question-là? On ne sait pas. Il ne faut pas que nous-mêmes, nous commencions à poser des pré-questions pour nous bloquer nous-mêmes dans notre esprit. Alors qu'en réalité, si nous ne voulions pas de tout ça, la solution est simple. Gagnons la guerre. Mais la réalité est tout autre sur le terrain. Étant donné que la réalité est tout autre, il faut changer de stratégie. La stratégie, c'est de gagner la bataille du dialogue. Et il faut équiper ce dialogue avec des experts qualifiés. Il y a eu beaucoup de dialogues à l'époque, San City et ainsi de suite. La RDC s'en est sortie indemne. Donc il ne faut pas que nous mettions, nous nous mettions dans un esprit. Le vrai problème, c'est que dans l'opinion aujourd'hui, on nous a fait croire que les personnes qui ont négocié avant, ils ont mal négocié. C'est ça le problème maintenant. Si c'est ça. Comment, après avoir, vous, politiques, nous avoir dit que ces personnes qui avaient négocié, bien avant, avaient mal négocié, revenir, vous rebuter. Si c'est ça le problème, qu'on prouve en mettant des personnes qui vont bien négocier. C'est aussi simple que ça. Madame Rose, oui. Vous êtes présidente des femmes pour la bonne gouvernance à Butembo. C'est vrai que les réalités, quand on en parle ici à Kinshasa, c'est tout autre que ces réalités qui sont vécues par des Congolais à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est vrai, il est bien beau de dire ici à Kinshasa, le Rwandais. Mais ce langage-là, disons-le, est vécu autrement à Goma. Parce que ce sont des populations qui vivent dans un brassage au quotidien. Pour le travail, pour le bien-être et autres, ils sont obligés de sortir et rentrer. Alors, comment dialoguer dans le contexte des populations qui vivent ces situations? Voilà, merci. C'est pourquoi je voudrais d'abord commencer par réagir aux propos de notre compatriote. J'ai dit, il y a justement les sentiments des Congolais qui vivent loin de la guerre est vraiment différent de ces Congolais qui vivent la guerre. Parce qu'à Goma, par exemple, c'est chaque jour qu'on tue. À Walikale, ce sont des menaces chaque jour. À Butembo, c'est vraiment des menaces d'entrée du M23. Du côté de Beni, à part le problème des ADF, c'est vraiment la peur au ventre à cause d'une potentielle entrée de M23. Et c'est pourquoi les sentiments de la population étaient mitigés d'abord. Ça, je dois dire, les gens ont été déçus. D'abord, en écoutant que la RDC est allée négocier. Pourquoi? Parce que, justement, en suivant les discours, comme l'autre disait, la population croyait que peut-être ceux qui tiennent le discours ont d'autres stratégies pour vaincre l'ennemi. Mais lorsque les gens constatent, la population constate que, voilà, et donc nous sommes quand même en position de faiblesse, le président a décidé d'envoyer des experts pour négocier. Les gens ont été déçus. Pourquoi? Parce que beaucoup ont dit pourquoi le gouvernement ne pouvait pas le faire avant que nous puissions perdre
nos frères et sœurs. Parce que même les Kinois, nos frères qui sont ici à Kinshasa, ou loin de ces deux provinces, qui sont gérées par l'M23 aujourd'hui, pouvaient se mettre dans cette peau, je crois que ça serait ça. Le premier sentiment et la première expression. Pourquoi maintenant? Pourquoi négocier au Pourquoi finish après voilà. temps de... Oh, mais comme la souffrance aussi, devant la souffrance, on ne sait pas endurer. C'est pourquoi j'ai dit que c'est mêlé. Il y a quand même ce sentiment-là d'une petite satisfaction. Pour dire, ok, tant mieux, si on peut ne plus tuer nos frères, si on peut arriver non seulement à arrêter cette guerre, mais aussi à décider du retrait. Du retrait du Rwanda de notre sol, parce qu'il faut dire, les Africains, en particulier ceux qui sont aujourd'hui gérés par l'M23, sont des gens qui sont liés à leur terre. Et donc, ils ont résisté parce qu'ils pensaient que leur terre ne sera pas vraiment salie, parce que pour eux, cette présence même du Rwanda, c'est vraiment de la saleté qui fâche les ancêtres. Vous savez, quand on est africain, on est quand même lié à tout ça. Oui. Et donc, aujourd'hui, les gens ont commencé à dire, bon, tant mieux. C'est pourquoi j'ai dit, même à l'introduction, j'ai dit, c'est quand même pas à saluer. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont chaque fois dormir, tout en sachant que l'M23 ne va pas quand même attaquer. Pendant que tout ce temps-là, les gens dormaient, mais tout en ayant l'oreille ou les oreilles à l'extérieur pour savoir est-ce que les gens vont encore se battre. Vous vous imaginez cette attitude qui est devenue quotidienne dans les chefs de cette population. Aujourd'hui, je dirais, la satisfaction serait quoi pour ces populations à l'issue des dialogues, pour dire que finalement pour eux, le dialogue a marché, c'est une bonne chose? Non, j'ai dit une petite satisfaction par le fait qu'aujourd'hui on peut aller dans ce lit et savoir que peut-être il n'y aura pas. Alors la grande satisfaction, l'ennemi ne va pas. La grande satisfaction sera lorsque le pays va gagner soit la guerre, soit ces négociations. Et gagner ces négociations, c'est quoi? Primo, c'est lorsque la population va voir qu'il y a retrait de tous les M23 et tous ceux qui collaborent avec cette rébellion. L'autre satisfaction sera lorsque la population va voir quand même. C'est pourquoi je me suis quand même positionnée en opposition avec la négociation, plutôt la recommandation de M23 qui veut qu'on libère les bourreaux de cette population du Nord Kivu et du Sud Kivu. La population veut quand même voir la justice travailler et que cela soit aussi quand même une façon pour dire vous êtes aussi des humains. Mais aujourd'hui, lorsque on peut voir que ceux qui ont tué ont des cadeaux, entre guillemets, donc ils sont gratifiés après avoir versé le sang. En tout cas, franchement, je viens du terrain et je vais encore rentrer là-bas. Les gens ne seront pas contents. Ils peuvent accepter ou ils peuvent regarder impuissamment cette question. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que les gens qui sont là ne sont pas dupes. Même pendant que le gouvernement est en négociation, a commencé les négociations ou a commencé le processus de dialogue, aujourd'hui quand même, les gens sont en train toujours de penser à l'autodéfense, à renforcer cette autodéfense. Et cela est plus fort aussi au Nord Kivu aussi, ça s'est fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que même si on peut négocier, l'important c'est de renforcer sa défense, la défense du pays. L'important c'est de construire cette armée-là qui, à cause même des petites, des petits gestes du Rwanda, des petits pays comme le Rwanda, ne peut pas bouger. Une armée qui peut faire face à toute attaque extérieure. Alors, la population attend donc le retrait du M23. La population attend aussi la restauration de l'autorité de l'État. La population attend aussi que justice soit faite et qu'un jour aussi nous puissions avoir une armée forte. Mais je crois qu'il y a quand même des hésitations. Les autres l'ont dit. Les gens commencent à se demander quels sont ces délégués qui représentent les pays. Sachant et la façon
de travailler pour notre pays. En fait, la façon de travailler pour notre gouvernement. En fait, l'autre a su dire ça clairement. Je vais dire, on ne sait pas encore choisir une personne qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'ici, on ne veut pas peut-être entrer dans le fond de comment se passent les négociations, comment se passent les dialogues, mais on sait quand même que tout dépend des acteurs. Comme la communication dépend aussi du messager, et aussi les négociations dépendent des acteurs. Il a évoqué une chose que je voudrais ici soutenir. Parfois, quand on voit les délégués des pays à des rencontres, des négociations, des discussions, ou la représentation, les délégués du pays vers des rencontres internationales importantes, il est rare qu'on voit les gens, parmi les gens, qui maîtrisent la situation. Et parfois, quand j'explicite ça, les gens pensent que je suis extrémiste et que je n'aime pas les gens qui n'ont pas vécu trop sur le terrain. Mais je me dis, lorsqu'on veut traiter une question très importante, très sensible comme la question de la paix, la question de l'intégrité territoriale, on doit quand même savoir quels sont les gens que nous envoyons là-bas. Parce qu'en tout, il faut que ces gens puissent connaître les forces, les faiblesses de l'ennemi et aussi les nôtres. Mais pas y aller parce qu'on doit défendre un chef. Parce que si on y va pour défendre un chef, ça sera dangereux. On risquerait de perdre même les négociations. Parce qu'il y a ce qui ne se dit pas lors des négociations. Il y a ce qui se dit qui peut se dire par différentes façons, mais qui peut être accepté selon que la personne a traduit ce message. C'est comme quand je peux communiquer, si je suis trop direct, mon message peut être reçu différemment, plutôt différemment que lorsque je parle j'utilise une telle autre stratégie de communication. Donc, nous pensons que le chef de l'État va tenir compte de cela. Je pense que comme les gens ont géré la situation de Ouazalène, vous avez évoqué ça ici, parmi les questions internes, ça ne sera pas le cas. Parce qu'en RDC, nous avons une grande faiblesse où chacun veut en fait satisfaire le chef et oubliant la population. Et en faisant cela, les gens oublient que le chef peut être aussi satisfait lorsque la population est satisfaite. Mais nous avons développé la stratégie du populisme au point que tous ces rangs, tous se communiquent. C'est comme la question de Ouazalène. Aujourd'hui, ça n'a pas été si efficace parce qu'on pensait que cela sera une stratégie qui va aider les FARDC. C'est à cause du populisme qui a entouré cette question. Tout le monde voulait que les chefs disent c'est vous qui aviez proposé ceci et donc voilà, et que la population sache qui a fait ceci. Alors que dans une guerre comme celle-ci, on doit avoir plus d'héros dans l'ombre que des gens qui vont être visibles. De façon que nous puissions arriver aux objectifs stratégiquement. Notre faiblesse là, madame, c'est la force du Rwanda. Notre adversaire. Les Rwandais parlent très peu. Les Rwandais utilisent des personnes qui connaissent la matière. Les Rwandais n'utilisent pas trop les médias lorsqu'il faut parler de questions sensibles. Mais nous, on aime vraiment trop parler, et c'est cela notre faiblesse, et les Rwandais connaissent ça. Et les Rwandais nous étudient chaque jour, mais je me dis en tout, tout ce que nous voulons, c'est que ces négociations, s'ils vont aboutir, que ça aboutisse à un dialogue franc qui sera remporté par notre gouvernement. Et donc, cela dépend ou cela passe par le choix des bons délégués, des bons experts. Quant à la question de savoir que la personne qui a signé, moi je me dis, s'il a reçu le mandat, je ne vais pas être contredit par maître, le frère ici, je sais qu'il est maître avocat, mais je crois que le mandat c'est aussi un acte juridique. Si le gouvernement a donné à la personne un mandat, on n'a pas intérêt
à remettre en question. Voilà, remettre en question cela. Mais tout ce que nous pouvons voir, c'est de lui voir faire le travail bien. Donc, un travail qui ne va pas mettre en danger l'intégrité de notre pays. Mais nous espérons que la balkanisation ne va pas arriver. Franchement, avec au moins la guerre diplomatique qui est déjà gagnée partiellement, nous pensons que cela ne va pas arriver. Et nous pensons que les négociations entre les pays, la RDC et ses partenaires sera aussi quand même des négociations qui ne vont pas perdre une grande partie de nos richesses, mais que cela va quand même arriver aussi à permettre, à protéger aussi quelque chose qui peut aider les pays à se reconstruire lorsqu'il le faudra. Parce que là, on est maintenant à l'étape de la guerre. Nous devons, et après la guerre, c'est la reconstruction. Voilà, après la guerre, c'est la reconstruction. Donc, on ne doit pas tout vendre, même si on a été agenouillé par les M23 du point de vue guerre. Monsieur Bossois, négociation, qui négocie? Que faut-il négocier et à quel prix? Oui, madame, je pense que pour résoudre d'abord le problème de l'insécurité ou de la guerre d'agression, il faut maîtriser la géopolitique internationale, les enjeux politiques internationaux. Il ne faut pas seulement voir Kagame, voir le gouvernement. Derrière Kagame, il y a les multinationales. Derrière Kagame, il y a des grandes puissances. Derrière la RDC aussi, il y a des grandes puissances, il y a aussi les multinationales. Je reviens. Exactement. Je reviens, madame. Les RDC, c'est officiel. C'est officiel. Mais je voudrais vous dire ceci. La maison, si vous voulez construire une maison, et que la fondation est médiocre, n'importe quel vent, la maison va tomber. Ce n'est pas la première fois qu'on négocie avec les M23. On négocie avec CNDP, M23 revient, et si on termine avec le M23, il y aura encore un autre mouvement que le Rwanda va fabriquer. Tout cela, c'est parce que il y a d'abord la fondation et nous partons sur des cartes erronées dans les négociations. C'est pourquoi, du point de vue politique, juridique et diplomatique, il faut avoir des experts capables de défendre la RDC. C'est ça quand on vous dit, non, c'est le gouvernement qui dit c'est elle qui va représenter. Non, le pays ne fonctionne pas comme ça, monsieur. Le pays fonctionne avec des textes. Le pays ne fonctionne pas par la volonté des sentiments d'un membre du gouvernement. Le pays, il y a des personnes attitrées, habilitées, de manière absolue à engager la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une simple procuration. Cette réunion, on s'attend comme une réunion des experts préliminaires qui ne pouvaient pas être rendus même publics. Parce qu'il y a des clauses qui, dans le fond, le Congo est perdant. Dans le fond, le Congo est perdant. Moi, je parle de retrait des Rwandais sur le territoire congolais. Ce n'est pas dit. Et si, dans la fondation, ce n'est pas encore écrit, dans les préalables, c'est pas dans les préalables, il n'y en a pas, vous n'allez pas entrer au milieu des débats pour introduire des clauses, des nouvelles clauses. Nous parlons de la République. Nous ne parlons pas des sentiments des individus. Moi, je ne parle pas des sentiments des individus. Monsieur le porte-parole du gouvernement, Mouyaya, devant la presse, Radio Okapi, on a posé la question de la qualité des signataires. Il était incapable de répondre à la question. C'est pour dire qu'il y a ambiguïté. Il y a ambiguïté au départ. Il faut que, du point de vue droit, du point de vue politique, diplomatique, nous puissions au moins être à la page, à la hauteur. Le texte est là, le signataire n'a pas qualité. Si l'avocat me dit qu'il a qualité, alors c'est faux.
C'est faux et archi faux. Parce qu'il y a des personnes en République qui sont habilitées à poser la signature au nom et pour le compte de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le cas de ces textes-là. Ça, c'est au niveau juridique. Et au niveau politique, vous ne pouvez pas parler d'une chose et son contraire. Vous dites, on ne peut pas envoyer n'importe qui. Mais on vous dit, le texte est médiocre. Le texte ne donne pas de fondement de la défense des valeurs, des intérêts de la RDC dans le texte. Il faut au départ que dans le préliminaire, des grandes lignes des intérêts de la RDC soient mentionnés. Parce que, dans ces textes-là, moi je vous dis, le texte que nous avons est en contradiction avec les rapports de l'ODI, est en contradiction avec ce que le président disait sur le retrait des troupes de Rwandais sur notre territoire. Le texte ici est en contradiction, même avec la volonté du peuple. Le peuple veut quoi? Réparation des préjudices subis. La justice pour la RDC. Ce n'est pas écrit, mentionné dans le texte. Et vous dites, bon, non, c'est bon. Si vous dites c'est bon, alors on n'est pas expert. Moi, je dis que au départ, il faut mettre des personnalités qui connaissent la géopolitique internationale, qui maîtrisent les enjeux de conflits au niveau de la région des Grands Lacs, et aussi des experts capables de défendre maintenant les intérêts du peuple. Mais parce qu'entre les États, il n'existe pas des amitiés, il n'y a que des intérêts. Quels sont les intérêts de la RDC qui ont été protégés dans le texte? Mais puisque le texte est déjà publié à ce niveau, comment arriver à intégrer ce que vous revendiquez, notamment la question du Rwanda, la question de M23 des retraits de troupes, la question de la réparation des préjudices? Comment y intégrer? Parce que la note est déjà là, le communiqué est déjà publié. Madame, le communiqué n'est pas opposable à la République démocratique du Congo. C'est un texte d'un travail des techniciens. Le texte sera opposable à la République démocratique du Congo dans un texte où il y a la signature du président de la République, dans un texte où il y a la signature du ministre des Affaires étrangères, ou l'ambassadeur du chef de l'État, ou alors dans toutes les délégations représentant une nation, il y a toujours un chef de la délégation ayant qualité à poser la signature sur n'importe quel texte. Le texte ici, pour moi, c'est comme un document des experts qui n'est pas opposable directement à la République démocratique du Congo. Alors je voudrais informer à mes frères congolais qui sont ici que le problème de la RDC, ne voyez pas Paul Kagame. Nous avons de grandes victoires dans cette affaire. Le Rwanda n'a pas de cartes dans ses mains dans cette affaire. C'est Félix qui a des cartes dans ses mains. Je m'explique. Le président de l'État de la Cité du Vatican, François, paix à son âme, en République démocratique du Congo, voici ce qu'il dit. Il dit, retirez vos mains sur la RDC. Retirez vos mains sur les richesses du Congo. Quand on vous dit, il dit, c'était une dénonciation, un appui diplomatique, politique de l'État du Vatican à la République démocratique du Congo. Parce que l'État de la Cité du Vatican, c'est une entreprise, c'est un État qui est respecté même par le président américain, qui est respecté par tous les chefs d'État. Mais on a vu que la diplomatie de la RDC a payé et que le président de l'État du Vatican, de la Cité du Vatican, a dit appuyer le président Félix Tshisekedi en disant retirez vos mains. C'est-à-dire les multinationales, vous tuez, vous volez, cessez de mettre toujours la main en République démocratique du Congo. C'est une grande victoire. Mais ça n'a pas changé sur le terrain. Madame, si vous dites
ça n'a pas changé. Je vous dis ceci, madame. Cette guerre est commanditée par l'Occident. Et ce n'est pas la première fois que Goma a été occupé. En 2012, Goma a été occupé. Mais ce n'est pas par des armes que les militaires rwandais ont quitté Goma. Les militaires ont quitté Goma. Comment? Par injonction du président Obama. Obama a donné l'injonction et tous les militaires rwandais sont rentrés chez eux. Aujourd'hui que la République démocratique du Congo est en négociation directe avec les États-Unis, qui est le soutien, qui était le soutien principal du gouvernement rwandais. Ça, il faut mettre ça en tête. Parce que les multinationales qui sont là-bas, l'Occident ou l'OTAN, les chefs de l'OTAN, les chefs de l'Occident s'appellent le président des États-Unis. Lorsque le président des États-Unis prend une décision, tout le monde tremble et tombe. Mais aujourd'hui, la position des États-Unis est laquelle? La position des États-Unis, il dit Rwanda, quittez le territoire congolais. M23, retirez vos troupes dans les zones que vous occupez. Ça, c'est une grande victoire. Parce que ni Kagame, moins encore le M23, son armée, une branche armée rwandaise, ne peut résister sur le président américain dont l'injonction. C'est une grande victoire lorsque la RDC, aujourd'hui, est dans les débats directs avec Paul Kagame. Le monsieur débat direct avec Trump, Paul Kagame n'a plus de cartes. Il n'a plus de cartes. La guerre ici, vous dites que nous avions perdu la guerre. On n'a rien perdu la guerre. La bataille. On n'a même pas ni bataille ni la guerre. Du fait que, premièrement, le M23 n'occupe pas le Kivu, le Nord Kivu, l'entièreté du Nord Kivu, ni Sud Kivu. Ce sont des portions des villes que le M23 est en train d'occuper. Et vous pensez que le M23 est là, il reste là stoppé, c'est parce que on attend les négociations. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait pour stopper le M23 de ne pas avancer. Nous avons la victoire diplomatique contre le Rwanda. Le Rwanda n'a plus de cartes parce que la guerre ici, oui, c'est la guerre des minéraux. C'est au-delà de Joseph Kabila et Tshisekedi. C'est au-delà maintenant des Congolais, des conflits, de nos petits conflits ici. C'est l'agenda de la confrontation des intérêts des grandes puissances sur la gestion des minéraux du Congo. Monsieur Sylvain Bossois. Oui, concluez, oui. Si vous ne savez pas, c'est là, vous allez échouer dans les négociations. Alors, vous prenez les amis qui ont déjà signé les documents préliminaires, je leur demande d'insérer dans la prochaine réunion les intérêts du Congo. Les intérêts du Congo, c'est quoi? C'est le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Le retrait maintenant des M23 sur les zones de minéraux. La poursuite maintenant des auteurs de crimes. Le tribunal international pour la RDC. Il y a beaucoup des intérêts de la RDC que nous je rappelle, malheureusement, nous avons consommé notre temps. Oui, juste un mot. Deux mots. Le premier, c'est de rappeler que la RDC a beaucoup perdu, même des guerres et des batailles, par l'illusion que la solution viendra d'ailleurs. Au lieu de nous concentrer, nous, à former notre armée, nous continuons à dire pourquoi les Rwandais continuent, ça va se répéter. Ça ne pourra jamais se répéter si, après ces négociations, nous bâtissons une armée dissuasive. De deux, il faut éviter de faire la confusion entre pourparler et négociation. Il faut faire la différence entre communiquer et accord. Jusqu'à ce niveau, on est encore dans des pourparlers. Les pourparlers sont des préludes à un accord. Et les communiqués, ce n'est pas un accord. Les communiqués, c'est juste une annonce dans le but de préparer les prochaines négociations qui aboutiront quant à elles à des négociations. Tous les souhaits
de l'ensemble du peuple congolais et en principal de l'ensemble de la population de l'Est, c'est que la paix revienne, quels que soient les chemins par lesquels on va y aboutir. Il faut que la paix revienne maintenant et nous devons exercer la pression sur notre gouvernement pour qu'il aille vite. Nous devons exercer la pression sur les M23 et la communauté internationale pour que ça aille très vite. On a vraiment débordé, M. Silver Bossois. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Parti communiste de la République démocratique du Congo et Mme Rose Touombeane. Oui. Voilà. Je salue au passage. Présidence de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance à Boutembo, mais également M. Jimmy Ferrozi, qui est cadre de l'UNC Parti Chara Vital Caméré. C'était un réel plaisir d'être avec vous, aimables téléspectateurs. Surtout merci à vous, chers invités. On a évoqué ici la rencontre de Doha entre la volonté réelle de la paix et l'hypocrisie des acteurs. Avec vous, on se retrouve très prochainement et surtout, téléspectateurs, prenez soin de vous. Merci.